Donc bonsoir à tous. Donc merci de votre invitation. Donc c'est pour moi un plaisir énorme d'être ici. Donc c'est pas la peine de me présenter. Donc ça j'ai fait. Merci. Donc effectivement, moi je suis membre du parti depuis 97. Et dans mon CV, si vous voulez, j'aime dire avec un certain orgueil que j'étais responsable d'une petite organisation où j'habitais pendant plus de 10 années. Donc quand je rentre dans des petits sièges de parti, enfin entre guillemets des circonscriptions comme ça me fait énormément plaisir, que ça me rappelle ce travail qui est tellement important, tellement indispensable. Moi je me demande des fois, enfin tout est important, évidemment, tout est important, donc notre travail au Parlement en tant qu'élu, etc., les grands dirigeants nationaux, de l'exécutif, mais ce travail comme ça, au niveau local, de l'organisation du parti, dans les quartiers, dans les entreprises, je pense que ça, s'il y a quelque chose qui est important dans n'importe quel parti communiste, c'est ce travail de base qui est vraiment la base de tout. La base de tout, en fait. Moi, normalement, on discute, surtout au niveau du Parlement européen. On a plein de partis différents, avec des difficultés un peu de partout, et voilà. Et on discute ensemble, et on se dit, bah voilà, au fond, le parti, c'est tout, quoi. Le parti, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si on n'a pas un parti structuré, organisé, bien entendu, avec toutes les difficultés qu'on a, donc qui sont communes partout. Hein, donc, et au Portugal, c'est pas facile. On a aussi plein de problèmes, de difficultés, de mobiliser, etc. Mais si on perd ça, on perd tout. Hein. Et donc, participer comme ça dans des débats au niveau des organisations de base, pour moi, c'est vraiment un plaisir énorme. Bon, ceci dit, moi, ce que je vous propose, c'est de parler. Attends, j'ai oublié par contre de brancher mon chronomètre. Moi, ce que je vous propose, donc, c'est de parler entre 15 et 20 minutes, donc pour justement laisser un peu pas mal d'espace pour le débat, pour qu'on puisse effectivement interagir. Donc, je vous parle un peu de notre parti, comment on envisage la lutte au sein de l'Union européenne, et notamment en ce qui concerne la coopération au niveau international, comment on se situe au niveau du Parlement européen, au niveau des divers pays, au niveau des divers partis avec qui on partage donc un peu les mêmes idées. Et après, aussi 2 ou 3 mots sur notre situation particulière au Portugal. Donc, notre position vis-à-vis de l'Union européenne est une position très simple, qui commence par la caractérisation que nous faisons du processus d'intégration capitaliste de l'Union européenne. Donc, il s'agit effectivement d'un processus d'intégration que nous caractérisons avec 3 adjectifs: une Union européenne néolibérale, fédéraliste et militariste. Et c'est à partir de cette caractérisation que nous nous positionnons par rapport à cette Union européenne, notre projet, quel est notre rôle au niveau, par exemple, du Parlement européen, comment nous envisageons notre lutte au sein du Parlement européen et au sein de l'Union européenne. Et, je résume, mais en gros, quand on regarde l'Union européenne, quand on regarde son code génétique, quand on regarde les traités, quand on regarde ses politiques, on s'aperçoit bien, qu'il s'agit véritablement d'un projet au service d'une classe, de la classe des capitalistes. Donc quand on met au code génétique de l'Union européenne, dans les traités, la suprématie totale des lois du marché, de la circulation des capitaux, etc., on s'aperçoit bien qu'il s'agit effectivement d'un projet avec un caractère de classe et qui n'est pas réformable. Voilà. Donc, en gros, c'est ça c'est un élément essentiel pour comprendre notre intervention au niveau du Parlement européen. Donc, ça ne veut pas dire que dans le cadre de notre intervention, nous n'essayons pas de lutter pour minimiser les dégâts, pour essayer de défendre à tout prix l'intérêt national, l'intérêt de notre production, de nos entreprises, de nos travailleurs, de notre peuple, mais en même temps, nous évitons de tomber dans une illusion réformiste. Et ça, je pense que c'est fondamental. Donc,
Parce qu'aujourd'hui, et cette perspective, on l'a fait à partir de notre pays, à partir de l'application concrète des politiques de l'Union européenne et comment ça impacte sur la vie des travailleurs au Portugal, comment ça impacte sur les entreprises au Portugal, comment ça impacte sur la politique qu'on mène au Portugal. Et véritablement, on arrive à identifier aujourd'hui l'Union européenne comme aujourd'hui une entrave fondamentale qui nous empêche au Portugal et à n'importe quel pays de pouvoir véritablement proposer et mettre en place une politique alternative, de gauche notamment. Ça veut dire que au Portugal, nous défendons un projet de gauche qu'on peut caractériser par un investissement sur les secteurs sociaux, un contrôle public de secteurs fondamentaux au niveau, par exemple, de l'énergie, du secteur financier, etc. Une politique d'investissement public, d'infrastructures qui sont fondamentales pour aider notre économie et aussi pour donner à la population des services publics de qualité. Eh bien, tout ça n'est pas permis par l'Union européenne, par cette Union européenne, par ce processus d'intégration du fait de son code génétique qui nous empêche de façon objective de pouvoir créer. Donc, bien entendu, j'ouvre une petite parenthèse, on n'a pas effectivement les moyens. Aujourd'hui, on n'a pas la force de pouvoir proposer ça en termes concrets. Mais si nous l'avions, ce serait effectivement impossible. Et ça, c'est un élément essentiel. Ce qui fait que notre proposition globale vis-à-vis de l'Union européenne, c'est une rupture avec cette Union européenne. C'est une rupture. Une rupture comme condition nécessaire, mais pas suffisante pour pouvoir. Donc il ne suffit pas de rompre avec l'Union européenne, mais c'est une condition nécessaire sans laquelle il serait impossible de pouvoir mettre en pratique notre projet que nous appelons de politique patriotique de gauche. Et dans cette rupture, nous, et ça c'est un piège souvent qu'on essaye de nous tendre, ah mais vous voulez faire du Portugal une Corée du Nord, ça c'est la rhétorique habituelle. Donc nous ne prenons pas l'existence d'un Portugal ou d'un pays complètement isolé. Ce que nous proposons, c'est un modèle alternatif, un modèle d'intégration complètement différent de ce modèle actuel de l'Union européenne, qui est un modèle d'intégration capitaliste. Donc, entre autres, on pourra en discuter, mais pour aller au concret, nous défendons une union de pays souverains et égales. Qu'est-ce que ça veut dire? On discute cette semaine, donc les listes transnationales. On discute aujourd'hui comment se fait le processus de décision au sein des institutions européennes. Aujourd'hui, l'Union européenne est dans son processus de décision, notamment au Conseil, c'est le modèle des grandes entreprises. C'est-à-dire qu'on a un conseil d'administration où il y a des grands actionnaires et des petits actionnaires. Ça veut dire que les votes sont corrélés avec la taille et l'importance économique du pays. Or, nous proposons un modèle complètement contraire. Un pays, un vote. Et ça, c'est intéressant parce que les gens sont tellement habitués à entendre cette logique qu'ils ne comprennent même pas que ça peut être possible. Il suffit qu'on le veuille. Et si on réfléchit, c'est aucun problème, c'est même logique. Un pays, un vote. Je ne vois pas pourquoi un grand pays devrait avoir plus de votes qu'un petit pays. L'Europe, elle est comme ça, il y a des grands pays, il y a des petits pays. Si on veut faire une union entre pays, eh ben, un pays, un vote. Et ça, c'est fondamental parce que ça va faire en sorte que les lois ou n'importe quel projet qui soit établi à l'échelle européenne, eh ben, ce sera bien pour tout le monde. Voilà.
c'est ce qu'on réclame. Or, c'est complètement différent de ce qu'on a. Donc, en gros, ce que nous défendons, c'est un modèle de coopération composé de pays égaux, souverains, et qui établissent une base de relationnement où il y a des avantages pour tout le monde, des avantages réciproques. C'est, en gros, le modèle que nous proposons, le modèle alternatif pour laisser l'idée, en fait, et lancer l'idée, pour qu'elle soit effectivement débattue, que ce modèle-là n'est pas inévitable. Parce que ça, c'est le piège. C'est le piège des partis, notamment à gauche, Parti socialiste, avec lesquels on collabore, notamment aujourd'hui au gouvernement, j'y arriverai, mais c'est le piège. Il dit non, donc ça c'est inévitable. Donc c'est cette Union européenne ou alors c'est la Troisième Guerre mondiale. Et alors on va essayer de limiter la casse. Voilà. Et du coup on se sent piégé et on perd cette idée d'une Union européenne irréformable et d'une possibilité d'une construction complètement différente par rapport à celle qui existe aujourd'hui. Bon, ça ne signifie pas, et ça je pense que c'est important de le dire, que nous ne valorisons pas la coopération internationale entre partis progressistes. Ça c'est très important. C'est très important. Et notre parti, le Parti communiste portugais, considère que c'est très important, même dans nos propositions que nous faisons au niveau national, au niveau, par exemple, de la renégociation de la dette ou de la nécessité de trouver un encadrement à l'intérieur de la zone euro qui permette à un pays de sortir de façon ordonnée de l'Union européenne, eh ben, nous prenons effectivement une coopération étroite entre d'autres pays qui partagent les mêmes difficultés que la nôtre. L'Espagne, l'Irlande, la Grèce, etc. Donc cette coopération internationale, cette dimension européenne, si vous voulez, de la lutte, est pour nous effectivement très importante. Donc nous collaborons avec d'autres partis communistes, avec d'autres partis progressistes. Nous existons dans le Parlement européen au sein de la GUE, où il existe toute une série de partis progressistes avec lesquels nous avons des divergences, mais nous avons aussi plein de points communs. Mais, par exemple, nous ne faisons pas partie du parti de la gauche européenne, justement parce qu'il y a une limite. Et nous avons pris cette option, qui est discutable, bien entendu, de ne pas en faire partie dans la mesure où ce parti de la gauche européenne, dans l'évaluation que nous avons faite, c'était justement un pas trop loin dans cette perspective réformiste de pouvoir jouer le jeu de l'Union européenne avec des partis européens. C'était un pas dangereux dans la voie d'un fédéralisme que nous ne voulons pas. Bon, ceci dit, c'est un point de vue de notre parti qui est discutable, hein, bien sûr, mais ça ne nous empêche pas de collaborer avec les partis qui font partie du parti de gauche. Hein, bien entendu. C'est juste pour montrer un petit peu nos lignes rouges par rapport à la nécessité de lutter dans les conditions concrètes et faire face à l'offensive concrète et donc faire partie, donc intervenir dans le cadre des institutions européennes, dans ce que nous appelons la défense de l'intérêt national, mais sans pour autant alimenter l'illusion réformiste. Donc, ce que je dirais par contre, pour être un petit peu plus clair, c'est que la question de la dimension européenne de la lutte, si vous voulez, ou la lutte internationale, pour nous, ce n'est pas une question de la faire ou de ne pas la faire. Parce que ce que nous pouvons discuter, c'est dans les ressources que nous avons, qui sont limitées, comme celles de n'importe quel parti, comment nous devons peser l'effort que nous faisons dans telle ou dans telle direction. Voilà, c'est là. Et là, on peut effectivement diverger. C'est-à-dire que nous voyons, dans le cadre par exemple de la GUE, où nous voyons des forces qui prônent beaucoup plus la dimension internationale, qui estiment qu'il est possible aujourd'hui
de avancer beaucoup plus dans le cadre d'une lutte à l'échelle européenne, d'une mobilisation des travailleurs à l'échelle européenne. Nous, évidemment, sur le plan théorique, donc ça a un sens, effectivement, et ce serait même l'idéal, mais dans les conditions actuelles, nous voyons la chose de façon très difficile. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous estimons que dans cette phase spécifique où la lutte des travailleurs est très très difficile, la précarité, la mobilité, tous les instruments du capital pour casser les syndicats, fait en sorte que nous ne pouvons pas délaisser le travail au niveau national pour investir dans la lutte européenne dans des termes qui nous paraissent aujourd'hui un petit peu vagues. Donc, théoriquement, c'est très important, mais après, comment on va faire ça? Donc, nous estimons que dans cette phase, c'est plus important. Ça ne veut pas dire que la lutte internationale n'est pas importante. Ça ne veut pas dire que nous délaisserons complètement ce plan de lutte internationale. Par contre, dans, si vous voulez, la distribution de l'effort que nous faisons dans le cadre de la lutte globale, nous estimons que c'est préférable de ne pas délaisser le niveau national, de continuer au niveau national, surtout parce que c'est au niveau national que nous identifions l'ennemi, si vous voulez, le grand facteur qui limite et qui opprime aujourd'hui le peuple portugais et le peuple des divers pays. Et donc c'est dans le cadre de la lutte des travailleurs au niveau national que nous devons identifier un des éléments, pas le principal, mais d'un des éléments qui limite et qui est, si vous voulez, représente le cœur de l'offensive contre les droits des travailleurs, contre les services publics, contre la sécurité sociale. Et donc, c'est à partir de cette lutte que nous proposons, ou nous prenons, si vous voulez, la rupture avec ce modèle de l'Union européenne. Et donc, c'est ce que nous faisons au Portugal, et nous estimons que c'est la façon la plus correcte de pouvoir effectivement lutter contre cette Union européenne et en défendant une autre Union européenne, c'est-à-dire la rupture à partir de la mobilisation nationale contre cet élément de l'Union européenne qui est au cœur de la contre-révolution, qui est au cœur de toute une stratégie qui a été montée depuis les années 80 en faveur de la récupération de tous les monopoles privés qui ont été détruits dans notre révolution de 1974, mais avec l'aide et la pression des institutions de l'Union européenne, du modèle d'intégration capitaliste, des réformes structurelles, des fameuses aides qui ont été nommées du mécanisme européen de stabilité, de l'euro, du pacte de stabilité et croissance. Donc tout ça a permis de reconstituer les monopoles privés qui aujourd'hui dominent la vie, la société au Portugal, de la même façon qu'ils ont dominé pendant la dictature. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais de toute façon, vous pourrez poser les questions et on discutera certainement pendant le débat. Au Portugal, nous vivons donc un moment très particulier, un moment qui découle des élections de 2015, où on a eu une autre corrélation politique au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, à partir des élections d'octobre 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Les partis de gauche ont pu constituer une majorité parlementaire qui a permis de virer le gouvernement de droite qui était au pouvoir jusqu'alors. Bon. Donc ça, c'est très particulier, c'est nouveau dans la scène politique au Portugal.
Donc aujourd'hui, nous avons un gouvernement du Parti socialiste. Nous, le PCP, nous ne sommes pas dans le gouvernement. Ce qu'il y a, c'est un accord sur la base de certains points très concrets. Enfin, il y en a quelques-uns sont très concrets, d'autres plus généraux. Et sur la base de cet accord que nous négocions de façon permanente, et c'est à partir de ces négociations que nous soutenons le gouvernement en votant notamment favorablement le budget et les tous les grands dossiers qui sont importants et qui, au fond, permet que le gouvernement du Parti socialiste puisse continuer son travail et puisse donc gouverner en quelque sorte. Bon. Dans le bilan que nous faisons jusqu'aujourd'hui, c'est un bilan positif, dans le sens où les salaires ont monté, les impôts sur le travail ont diminué, toute une série de privatisations qui étaient en cours ont cessé, certaines sont même retournées en arrière, donc l'État a racheté 51% de la compagnie aérienne, voilà. Et après toute une série d'avances dans le cadre social, bon, il y a toute une série de mesures, et aujourd'hui, dans le bilan que nous faisons, nous estimons que c'est positif. Par contre, il faut bien comprendre plusieurs choses. Le Parti socialiste, c'est le même Parti socialiste qui a signé l'accord avec la Troïka. La Troïka, quand la Troïka nous a prêté de l'argent pour nous aider, entre guillemets, ça s'est fait sur la base d'un contrat qui a été signé par le Parti socialiste, le Parti social-démocrate, centre-droite et le CDS. Donc c'est le même Parti socialiste qui a signé l'accord de la Troïka. C'est le même Parti socialiste qui a privatisé toute une série d'entreprises. C'est le même Parti socialiste qui est responsable pour toute cette dérive capitaliste qui caractérise l'évolution de la situation portugaise pendant les dernières décennies. La seule différence, c'est que la corrélation de force fait que les votes du PCP sont indispensables pour que le Parti socialiste puisse gouverner. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et le Parti socialiste maintient tout son programme, maintient une position d'identification totale avec ce processus d'intégration de l'Union européenne. Donc, il n'y a aucun doute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi nous sommes très inquiets vis-à-vis du futur? C'est que, en fait, la conjoncture économique a changé pendant ces dernières années. On a eu un boom énorme du tourisme, les intérêts ont diminué fortement. Il faut dire que les intérêts que le Portugal paye pour la dette représentent quand même 3,5% du PIB, donc c'est énorme. Et donc le fait que les intérêts aient diminué et le fait du tourisme, juste pour vous donner un chiffre, on est passé de 7 à 21 millions de touristes annuels. Donc c'est énorme. Voilà. Et ça, effectivement, ça a permis de, au même temps, respecter les règles de l'euro, et ça a permis de pouvoir répondre à une série de revendications que nous avons faites, notamment en termes d'impôts et en termes de mesures sociales qui ont été donc mises en place par ce gouvernement avec notre soutien. Mais au même temps, la question se maintient, l'investissement se maintient à un niveau très très bas et cette conjoncture ne durera pas pour toujours. Ce qui veut dire, c'est que tôt ou tard, les exigences de l'euro, les exigences de l'Union européenne vont faire en sorte que, tôt ou tard, le gouvernement du Parti socialiste va devoir choisir entre respecter les orientations de l'Union européenne ou répondre aux besoins du peuple portugais en termes de services publics, en termes de salaires, en termes d'impôts, etc. Donc, ça veut dire
Voilà. Donc ça veut dire que nous vivons un équilibre quand même assez fragile. On a une conjoncture favorable qui a permis un peu de redistribuer quelques richesses, mais ce n'est pas une situation qui soit soutenable à terme. Et donc, tôt ou tard, nous aurons certainement de gros problèmes avec ce Parti socialiste qui maintient donc c'est une même orientation vis-à-vis de l'Union européenne. Juste un petit exemple pour voir comment les choses fonctionnent. Donc, effectivement, en 2016, donc les élections ont eu lieu en 2015. En 2016, en fonction de l'accord qui a été signé avec nous, avec le Bloc Esquerda et avec le Parti socialiste et avec le Parti des Verts, on a pu rétablir toute une série de mesures qui nous avaient été imposées par la Troïka. Donc on a retiré toute une série d'impôts extraordinaires qui nous avaient été imposés par la Troïka. On a stoppé le programme de privatisation. Le gouvernement a reacheté 50% de notre compagnie aérienne. Donc, ce qui veut dire qu'on a en quelque sorte affronté les recettes de la Troïka et de l'Union européenne. Et immédiatement, en 2016, vous imaginez pas la pression au niveau du Parlement européen qui a été faite contre notre pays. Des menaces de coupe des fonds structurels, etc., etc. C'était bon. Et finalement, un an après, en fonction de cette conjoncture, le désastre qu'ils annonçaient ne s'est pas vérifié. Et bien au contraire, on a eu de la croissance économique et même au niveau du déficit, la situation s'est améliorée. Donc, ce qui a calmé un petit peu les institutions européennes par la constatation des chiffres. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis notre ministre des Finances à la tête de l'Eurogroupe. Donc, ça, c'est perçu, bien sûr, par les partis de la droite et par le Parti socialiste comme la reconnaissance du prestige de Portugal, etc. N'importe quoi. Le message est absolument clair. Il faut stopper cette expérience. Parce que, du coup, quand on entend parler d'un pays qui fait des mesures contre l'austérité, qui fait exactement le contraire de ce qui a été imposé par la Troïka, et en plus, il y a du résultat derrière. On a de la croissance économique comme on n'en avait pas il y a longtemps. En plus, on respecte le déficit parce que effectivement, si on a de la croissance, au même temps, on a eu une montée énorme des recettes fiscales, donc ce qui a permis de rétablir un petit peu le déficit des comptes de l'État. Et bien ça, c'est pas un bon message, bien entendu. C'est pas un message, donc il faut, parce que du coup, Portugal devient à la mode, tout le monde nous demande, mais comment c'est possible, comment on fait, comment on a fait, que tout ça. Et donc, automatiquement, on a aujourd'hui notre ministre des Finances qui est à la tête de l'Eurogroupe. Et donc, ça montre bien que cette expérience, qui dure donc depuis 2015, on va avoir pas mal de difficultés. Parce que donc on va le recevoir au Parlement européen, on va entendre son discours et certainement que son discours ne sera pas exactement le même et certainement qu'au niveau de l'Eurogroupe, il va avoir des pressions énormes pour continuer les réformes structurelles, pour continuer de privatiser la sécurité sociale, de continuer à libéraliser le marché de travail, etc., etc. Tout ce qu'on lit dans les recommandations par pays dans le cadre du semestre européen. Donc, pour conclure, nous traversons donc une période tout à fait originale, une période qui est positive dans l'évaluation globale que nous faisons, une période intéressante, mais en même temps une situation très fragile et qui nous inquiète, vu que tôt ou tard, la pression des institutions européennes, les impositions de l'euro et la situation portugaise ne peut pas continuer telle qu'elle est en ce moment. Juste pour vous donner un indicateur, l'investissement public est inférieur à celui de 93. Donc ça veut dire que, en fonction de
la nécessité de respecter les règles du pacte, et donc le gouvernement coupe au niveau de l'investissement. Ce qui veut dire que le niveau d'investissement est inférieur au taux d'amortisation, au taux de dépréciation. Ça veut dire qu'on n'investit même pas le suffisant pour compenser la dégradation de l'infrastructure, si vous voulez. Et ça se remarque. Si vous voyez les nouvelles au Portugal, on commence à voir, notamment au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, des écoles qui commencent à pourrir, le service de santé qui commence à avoir des difficultés à répondre aux besoins, notamment en hiver où il y a des épidémies grippales et tout ça. Et donc, nous sommes en même temps contents de ce que nous avons fait jusqu'ici, mais en même temps inquiets par et surtout convaincus que dans le cadre de cette Union européenne et dans le cadre de l'euro, le gouvernement du Parti socialiste va aboutir à un moment où il va devoir choisir et naturellement il ira choisir l'Union européenne, et ce qui va probablement causer donc une rupture entre nous, une clarification. Et là, personne ne peut deviner ce qui va arriver, mais certainement ce sera donc un moment qui va donc exiger de notre parti beaucoup de force, beaucoup de mobilisation, beaucoup d'intervention locale auprès des travailleurs pour qu'ils comprennent que si on veut continuer cette ligne de récupération de droits, de récupération de rendement, de récupération de salaire, il faut absolument maintenir cette corrélation de force. Nous disons même, tout ce que nous avons abouti jusque maintenant, c'est parce que le Parti socialiste n'avait pas la majorité et parce que le Parti communiste était dans une position où ces votes étaient indispensables pour permettre au gouvernement de continuer à gouverner. Donc ça veut dire que si on arrive à avoir plus de votes et à renforcer le Parti communiste portugais, eh ben on pourra avancer encore plus dans cette ligne de récupération de droits et de salaires que nous avons eu ces dernières années. Mais bien évidemment, ça va dépendre de beaucoup de choses, et notamment ça va dépendre aussi de notre capacité en termes de parti de pouvoir mener ce combat au niveau des masses, au niveau des populations, parce que c'est effectivement là que se détermine tout le reste. Bon, je vous laisse. Merci. Merci Miguel pour ton intervention. Je pense que c'est très important la discussion que nous avons ce soir sur l'Europe, sur l'Union européenne et sur les perspectives que nous, Parti communiste, pouvons proposer au peuple européen. Donc je remercie également les camarades du 20e arrondissement pour leur invitation et pour l'organisation du débat. Et en même temps, je suis très heureux d'avoir cette discussion ce soir avec toi, parce qu'entre nos deux partis communistes, il y a des relations anciennes, des relations fraternelles, des relations empreintes de respect réciproque, sans caricature, et c'est très important. Et je pense que la discussion de ce soir s'inscrit modestement, mais aussi dans les relations plus largement que nous avons entre partis communistes, et j'en suis très heureux. Donc, pour revenir rapidement, sans répéter une partie des choses que tu as dites avec lesquelles je suis d'accord, on vit, je pense, une étape majeure aujourd'hui dans l'histoire de l'Union européenne, tant pour la bourgeoisie que pour les peuples européens. Je pense qu'on est à une étape majeure de la lutte des classes en Europe aujourd'hui, et ça sera le contexte dans lequel les élections européennes vont se préparer et se dérouler. Parce que l'Union européenne, telle qu'elle existe actuellement, a aujourd'hui fait preuve de sa totale incapacité, mais qui est volontaire, de sortir les peuples de la crise du capitalisme. Parce qu'effectivement, cette Union européenne, depuis les traités des années 80, des années 90, on ne va pas refaire toute l'histoire, et même un peu avant, donne la primauté au marché, à un espèce de fétichisme de la concurrence, la fameuse concurrence libre et non faussée des traités européens, a détruit les mécanismes de régulation au niveau des États. Par exemple, aujourd'hui, les aides d'État à des entreprises sont rendues illégales par les traités européens. Par exemple, aujourd'hui, des aides entre États sont interdites
par les traités européens, ce qui fait que, alors les européistes nous disent, voyez, l'Union européenne favorise le rapprochement entre les peuples. Dans une certaine manière, c'est tout l'inverse. C'est que ces mesures, en fait, favorisent, ce n'est pas paradoxalement, mais favorisent les égoïsmes nationaux. Aujourd'hui, ces règles des traités européens font en sorte qu'il est impossible d'avoir une politique industrielle au sens où on l'entend nous, au niveau européen. Et également, ces règles du marché s'imposent au peuple, s'imposent à la démocratie. On se souvient de la fameuse phrase de Juncker après la victoire de Syriza en Grèce en janvier 2015, « Il n'y a pas de choix qui vont à l'encontre des traités européens ». Ça prouve que cette Union européenne est bâtie sur, aujourd'hui, fonctionne selon un déni de démocratie. Cela a pour conséquence que les effets de la crise du capitalisme sont toujours prégnants en Europe. Aujourd'hui, si on regarde le chômage, par exemple, on a à peine retrouvé le niveau d'emploi d'avant la crise, ce qui fait qu'en 10 ans, il y a eu une création nulle d'emplois en Europe. Mais si on regarde de plus près, on voit que les disparités entre les pays se sont encore renforcées. On a certes peut-être une moyenne d'emploi qui est à peu près la même que ce qu'elle pouvait être en 2007, mais quand on regarde pays par pays, on voit qu'il y a de moins en moins de chômeurs en Allemagne, on voit qu'il y a de plus en plus de chômeurs en Espagne, en Grèce, même en France. Donc on a un renforcement des disparités entre les pays européens. On a un éclatement du salariat partout en Europe, entre les emplois qualifiés d'une part et les emplois peu qualifiés ou à temps partiel d'autre part. Temps partiel qui touche d'ailleurs surtout les femmes, encore plus maintenant que ce que c'était il y a 10 ans. Donc là, on a toute une série de politiques qui favorisent les fragmentations sociales. Et donc là, je pense qu'il y a un intérêt commun des travailleurs européens pour mettre en convergence leur lutte. On voit par exemple, il y a un mouvement social important aujourd'hui qui se déroule en Allemagne, qui montre, sur le temps de travail par exemple, qui montre qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs européens à mettre en avant. L'autre élément qui renforce la fragmentation à l'intérieur de l'Union européenne à cause des règles mises en place par l'Union européenne, et non seulement mises en place par l'Union européenne, mais l'Union européenne, ce n'est pas quelque chose qui existe comme ça en l'air. Ce sont des règles qui ont été acceptées par les gouvernements des États européens. La question de l'euro, il faut en parler, je pense. Aujourd'hui, on a un euro qui est utilisé comme un outil disciplinaire, budgétaire et salarial contre tout progrès social. Aujourd'hui, l'euro fabrique de la divergence entre les économies européennes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune régulation interne entre la manière dont chaque État européen mène sa politique. Aujourd'hui, par exemple, on a un pays qui a mené une politique de baisse des salaires brutale pour pouvoir augmenter des marchés à l'intérieur de la zone euro, c'est l'Allemagne. Et ça a renforcé l'écart, et la crise l'a encore renforcé davantage, entre des pays qui ont des excédents commerciaux forts et un déficit budgétaire faible, des pays comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas par exemple, et des pays qui ont des déficits commerciaux forts et des déficits publics forts également, les pays du sud de l'Europe. Donc on voit bien qu'une union qui fonctionne comme ça va à l'encontre des intérêts des peuples. Ce qui a d'ailleurs forcé, soit dit en passant, la Banque centrale européenne à lancer comme ça, pour favoriser, en rachetant massivement des titres financiers, à lancer dans l'économie européenne, mais pas pour les peuples, mais pour les marchés financiers. Aujourd'hui, si mes chiffres sont exacts, environ 4 500 milliards d'euros au total, ce qui représente 40% du PIB de la zone euro. Ce qui prouve que de l'argent pour sauver le capitalisme, il y en a. Mais de l'argent pour les peuples, là, du coup, il n'y en a plus du tout. Tout ça a des conséquences politiques parce qu'évidemment, la décomposition sociale, la fragmentation sociale induit une décomposition et une fragmentation politique. Ça se voit, je vais juste donner quelques exemples, avec l'essor sur ce terreau de l'extrême droite en Europe, avec des manifestations qui sont différentes selon les pays. Mais on l'a vu en France, on la voit en Autriche, on voit les gouvernements en Hongrie, en Pologne. D'ailleurs, le gouvernement polonais aujourd'hui
l'Union européenne ne réagit que très mollement contre ce qui est en train de se passer en Pologne, sauf sur la question de l'indépendance des médias ou de la justice. Mais quand le gouvernement grec, en début 2015, a essayé, à l'époque, de vouloir renégocier un certain nombre de choses, tout de suite, ils lui sont tombés dessus. Il y a quand même un petit problème pour la bourgeoisie, qui est que cet édifice, dans son ensemble, a quand même menacé ruine. Et il y a eu un espèce d'effroi bourgeois, je dirais. On voit régulièrement des tribunes qui émanent du FMI, qui émanent de chefs d'État, qui émanent d'économistes libéraux, pour dire il faut quand même changer de tactique en Europe, si on veut sauver la base de notre construction européenne. Donc il y a une recomposition qui est en cours à l'intérieur de la bourgeoisie européenne, je pense, actuellement, et c'est la place qu'est en train d'occuper, ou en tout cas qu'il essaye d'occuper, Emmanuel Macron. Il ne faut pas prendre à la légère ce que Macron dit, ou ne dit pas d'ailleurs, sur l'Europe. The Economist, qui est quand même le porte-parole de la bourgeoisie libérale mondiale, a dit que la France, c'était, je cite, le pays de l'année en 2017 du fait d'avoir élu Macron. Mais ça veut dire quelque chose. Ce que Macron essaye de faire, qui est actuellement relayé par des propositions qui émanent de la Commission européenne, par exemple, concourt à un projet de reconquête idéologique, de bataille d'hégémonie, qui est en train de se livrer la bourgeoisie, quitte à faire un pas de côté par rapport à ce que pouvait raconter, léger pas de côté, pas dans les objectifs historiques, mais en tout cas dans la tactique, par rapport à ce que pouvait raconter par exemple Schäuble et le gouvernement Merkel ancienne manière. Ce qui est en train de faire Macron, je pense qu'on court à deux objectifs. D'abord, de maintenir les objectifs stratégiques, c'est-à-dire de réaliser le contenu des traités européens, quitte à avoir un écart dans la tactique, et en acceptant par exemple quelque chose, peut-être un projet de fonds monétaire européen, pour pouvoir avoir un peu de redistribution entre les pays européens, mais à une condition explicite qui serait de respecter strictement les fameux 3% de déficit budgétaire et ce qu'il y a dans le pacte dit de stabilité et de croissance. Et Emmanuel Macron et une partie de la bourgeoisie européenne essayent de redessiner également le paysage politique en essayant de former deux camps, en disant il y a d'un côté ce qu'ils appellent le camp de l'ouverture, c'est-à-dire les libéraux, et contre le camp de la fermeture, c'est-à-dire ce qui serait les nationalistes ou les xénophobes. Dichotomie que reprend d'ailleurs l'extrême droite avec des termes différents quand elle dit, par exemple Marine Le Pen dit qu'elle oppose les mondialistes aux patriotes. Et ça, cet effort pour recomposer le paysage politique européen, c'est un danger mortel pour la gauche parce que ça efface toute solution progressiste pour les peuples au niveau européen comme au niveau national. Il y a malheureusement une partie de la gauche qui tend à sombrer dans le populisme. Ce sont des termes qu'ils reprennent eux-mêmes, je ne citerai pas de nom, mais tout le monde voit bien ce que je veux dire, qui reprend un peu cette dichotomie-là, hélas. Mais ça, c'est une capitulation, je pense, idéologique et politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour porter une alternative et pour reprendre le titre du débat, rompre avec l'Europe capitaliste? Je pense que il faut respecter toutes les positions qu'il y a dans la gauche européenne. Évidemment, les approches peuvent varier aussi selon la situation et selon la place des pays dans l'Union européenne. Alors, je vais juste prendre la question de la sortie. On dit, est-ce qu'il faut sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne? C'est vrai que nous, on ne présente pas les choses de cette manière-là. Pourquoi? Parce que, d'une part, si on sort de l'euro ou de l'Union européenne, on mènerait un combat au niveau national qui est très important. Je vais revenir là-dessus après. Mais la bourgeoisie, elle, c'est pas pour ça qu'elle va abandonner le niveau européen. Donc il va y avoir un décalage dans la lutte. Et par exemple, le retour à une monnaie nationale dans un pays à fort déficit commercial comme la France, les nouveaux chiffres sont encore tombés hier,
impliqueront une spéculation sur la nouvelle monnaie nationale avec de l'inflation, de la dévaluation. Ça, c'est un risque, sauf à penser que sortir de l'euro ou sortir de l'Union européenne impliquerait automatiquement le fait qu'un gouvernement de gauche ou un gouvernement communiste arrive au pouvoir en France, ce qui reste, hélas, à démontrer dans l'état des rapports de force actuels. Donc on aurait en plus une prime accrue aux nationalistes et à l'extrême droite. Ça ne veut pas dire pour autant, tout ce que je dis là, qu'on pense que l'Union européenne est réformable. L'Union européenne, dans son état actuel, n'est pas réformable. On ne cherche pas à dire il faut plus de ceci ou moins de cela. Ce n'est pas notre objectif. Mais on porte un projet qui n'est ni un repli national, et je ne dis pas que c'est votre position, hein, ni une fuite en avant fédéraliste, mais quelque chose qui essaye de prendre en même temps, pour reprendre un terme célèbre, le meilleur qu'on puisse faire au niveau national et le meilleur qu'on puisse faire au niveau européen, c'est-à-dire qui combine la souveraineté populaire et les interdépendances et les solidarités entre les travailleurs au niveau européen. Donc pour reprendre un peu les formules que nous, PCF, on avance, il s'agit de remplacer l'Union européenne par une union des peuples libres, souverains et solidaires, et également, je vais en parler un peu, de remplacer l'Europe de la défense et la subordination des pays européens à l'OTAN par un espace commun de paix, de sécurité et de coopération. Alors pour parvenir à ce premier objectif, l'union des peuples libres, souverains et solidaires, ça commence par ouvrir des brèches. Ouvrir des brèches dans la construction européenne pour permettre une construction européenne qui soit, comme on dit, à géométrie choisie. C'est-à-dire que les peuples décident ce qu'ils souhaitent faire ensemble au niveau européen ou pas. Ça implique, par exemple, ouvrir des brèches dans l'Europe capitaliste, de supprimer le pacte budgétaire, éventuellement de s'en retirer unilatéralement, une proposition qu'on avance. Ça implique éventuellement d'introduire des éléments de désobéissance, par exemple sur l'application des directives de libéralisation européenne. Mais cette logique qu'on pourrait prendre pour travailler justement la question du niveau national procède, je pense, d'une logique d'extension. C'est-à-dire, c'est ce qu'on propose aussi aux autres pays européens, aux autres peuples européens de faire. On voit, et finalement Macron à sa manière le montre aussi, que la France peut avoir du poids en Europe. La France, qui est quand même la deuxième puissance, maintenant qu'il n'y a plus la Grande-Bretagne, la deuxième puissance économique en Europe. Et ce que montre Macron montre que la France a un poids quand elle dit quelque chose en Europe. Évidemment, on n'est pas pour faire ce que veut faire Macron, on est pour faire l'inverse. Mais ça montre que la France occupe un certain poids dans les rapports de force européens. On propose également d'introduire des éléments de rupture ou de brèche, je parlais là du niveau national, mais également au niveau européen. Pour prendre juste trois exemples très rapides. La question des migrants. La question des migrants qui cristallise beaucoup de la bataille politique et idéologique qu'on est en train de mener et qui, là, pour le coup, une bataille à mener au niveau européen autant qu'au niveau national. La question des migrants qui est un phénomène massif. On considère qu'en 2050, par exemple, il y aura à peu près 1 milliard de réfugiés climatiques dans le monde. La question des migrants qui est instrumentalisée par la droite et qui, en reprenant des positions de l'extrême droite, par exemple, en distinguant, j'allais dire, les bons migrants et les mauvais migrants, ceux qui seraient des réfugiés politiques et ceux qui seraient des réfugiés économiques, alors que faire une distinction entre les deux ne repose absolument sur rien et qu'il faut prendre la question de la solidarité avec les migrants d'une manière globale. Mais ça implique pour ça de combattre le règlement de Dublin, ça implique pour ça d'avoir une politique d'accueil, une politique de logement, une politique d'emploi, en rompant avec les égoïsmes nationaux et les surenchères régressives des divers gouvernements européens, et le gouvernement français porte une lourde responsabilité dans ce qui se passe actuellement, et de développer une coopération, une mutualisation des moyens au niveau européen. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire pour porter un projet européen.
La deuxième question, c'est la question, par exemple, de l'utilisation de l'argent. Je parlais tout à l'heure des 4 500 milliards de la BCE, ou de ce qu'on pourrait faire si on taxait les transactions financières au niveau européen, de ce qu'on pourrait faire si on luttait efficacement contre les paradis fiscaux au niveau européen. Là, on voit que de l'argent peut être dégagé. Et cet argent-là peut être réinvesti, non pas en faveur des marchés financiers, mais réinvesti pour les services publics, réinvesti pour la recherche, réinvesti pour imaginer un nouveau modèle de développement social, écologique, au niveau européen, qui pourrait passer, par exemple, par la constitution d'un fonds européen de développement social et écologique. Ce qui implique de, non pas réformer la BCE, mais de changer radicalement ses missions, son mode de fonctionnement, et surtout de la mettre sous contrôle démocratique, d'arrêter avec l'idée d'une banque centrale européenne, et même des banques centrales au niveau national, indépendantes. L'autre question, le troisième point que je prendrai, c'est la question de l'euro. Je pense qu'il faut qu'on aborde la question un peu franchement. Un des problèmes de l'euro, c'est qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la divergence croissante entre les économies des différents pays européens. Il est impossible aujourd'hui pour un pays européen d'utiliser un taux de change pour faire des ajustements nécessaires du fait de la divergence et de l'évolution de la situation économique. Ce qui oblige à ne pas, du fait qu'on ne puisse pas utiliser l'arme de la dévaluation monétaire, utiliser l'arme de la dévaluation des salaires. Donc, il faut rompre complètement avec cette logique-là. On pourrait imaginer un euro qui fonctionnerait non pas sous le mode d'une monnaie unique, mais sous le mode d'une monnaie commune. Par exemple, avec un euro qui demeurerait au niveau européen, sans les critères de convergence qui lui sont associés, mais complété par ce qui pourrait être, en cas de besoin économique, par des représentants nationaux de l'euro, qui seraient, je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais qui seraient convertibles en euros, bien sûr, et qui fonctionneraient vis-à-vis de l'euro selon un taux qui serait ajustable, non pas par la spéculation ou l'influence d'un marché d'échange, mais par une décision politique. Donc là, on peut imaginer un système qui fonctionnerait comme ça, qui prendrait le meilleur de ce qu'on peut faire au niveau européen, tout en empêchant l'existence d'un marché d'échange à l'intérieur de l'Europe et en empêchant des spéculations sur les monnaies nationales. Le dernier point que je voulais aborder, c'est la question des relations entre l'Europe et le monde et l'international, le monde extérieur. On a aujourd'hui, et l'actualité le montre, l'idée de relance ou même de refondation. Tout le monde parle de refondation de l'Europe aujourd'hui, même la bourgeoisie. Macron veut faire de l'Europe de la défense un des éléments de la refondation de l'Europe. D'ailleurs, il y a eu un accord signé au mois de novembre dernier entre un certain nombre de pays européens qui se sont mis d'accord pour porter à 2% du PIB le financement de la défense de l'armée dans chaque pays. Ce qui est là réalisé une demande traditionnelle de l'OTAN qui a été d'ailleurs reprise par Donald Trump. En sachant que cette hausse du budget européen, de la défense, pardon, est une manne pour l'industrie de l'armement. Donc, cette Europe de la défense, contrairement aux discours qui sont portés, c'est ni une alternative à Trump, ni une alternative à Poutine d'ailleurs. Parce que Trump, cette approche-là est complètement compatible avec l'approche de Trump de faire payer les alliés des États-Unis. Et en même temps, c'est parfaitement compatible avec le fait que Poutine, lui, se sert de l'Europe de la défense, se sert des sanctions injustes imposées à la Russie et dont on demande la levée immédiate, soit dit en passant, mais se sert de ça comme élément de légitimation d'un discours nationaliste en Russie. Le tout, évidemment, cette Europe de la défense dans le cadre de l'OTAN. Donc il faut rompre avec ça, rompre avec cette logique de bloc qui amène des provocations réciproques plus ou moins directes.
rompre avec cette course des armements la course aux armements n'a jamais été un moyen de défendre la paix, mais au contraire d'exercer une stratégie de la tension et de créer un niveau extrêmement inflammable aujourd'hui qui peut dégénérer à la première occasion. Donc les peuples n'ont pas besoin d'armements supplémentaires, mais ont besoin d'une politique étrangère qui protège et défende la paix. Pour ça, ce qu'on pourrait faire également, pour rompre avec cette Europe de la défense, c'est de proposer une alternative. C'est de proposer une initiative diplomatique en direction, en l'occurrence là, de la Russie. Et c'est possible en mettant simultanément tous les problèmes sur la table, que ce soit la course aux armements, la guerre de l'information, la question de l'Ukraine, etc. Comme la diplomatie russe, d'ailleurs, l'avait proposé elle-même il y a 10 ans. Il y a un peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Mais c'était une proposition qui avait été mise sur la table il y a 10 ans et à laquelle personne en Europe n'avait jugé bon de répondre à l'époque pour proposer un règlement global autour de ce qui pourrait être, par exemple, une deuxième conférence d'Helsinki avec un système de corbeille. Et ça, cette discussion à avoir impliquerait évidemment une rupture avec le cadre de l'OTAN, une rupture commune des pays européens avec le cadre de l'OTAN, et la création d'un espace commun de paix, de sécurité, de développement qui inclurait la Russie. Voilà, c'est quelques pistes de ce qui nous semble possible de faire à la fois au niveau national et au niveau européen. Juste un dernier mot sur le parti de la gauche européenne, vu que tu en as parlé. Je dois dire que je respecte totalement la position du Parti communiste portugais, comme d'autres partis progressistes européens qui ont fait le choix de ne pas rejoindre le parti de la gauche européenne. Je dois dire que le parti de la gauche européenne, il y a aujourd'hui à peu près une trentaine d'organisations qui ont des positions qui peuvent être très différentes, d'ailleurs, sur l'Europe, et qui ne portent pas, en tout cas c'est notre analyse, un projet d'intégration européenne. Aujourd'hui, on trouve à peu près de tout à l'intérieur du parti de la gauche européenne, sauf, je pense, une vision fédéraliste, mais peut-être c'est un outil parmi d'autres, avec des limites, dont nous sommes également conscients, mais pour porter au niveau européen une idée de transformation sociale et écologique, avec des insuffisances, avec des débats qui sont difficiles à porter à l'intérieur du parti de la gauche européenne, mais c'est un outil qui est à notre disposition et que nous, en tant que PCF, on souhaite investir.